Bonjour Jean-Michel Vernochet, bienvenue sur Tribune Libre. Nous sommes donc le mardi 13 mai 2025. Nous venons à l'instant d'apprendre, hélas, la disparition du général Dominique de La Warde, donc nous sommes un petit peu sous le choc. Bonjour d'abord, et puis je vais vous laisser commenter cette disparition. Merci à vous Jean-Michel d'être avec nous. Euh, Mm. c'est un coup sévère. De La Warde était non seulement un homme aimable, agréable, de bonne compagnie, comme on disait autrefois, mais c'était aussi un combattant de première ligne. Il faisait quasiment tous les jours une revue de presse et qui était d'excellente qualité. On ne peut pas dire mieux, et qui était utile, même on n'avait pas le temps, on n'a plus le temps de tout lire, de tout voir, de tout explorer, de tout décortiquer. Mais le travail de Dominique de La Warde était un travail qui était à la pointe de notre combat, quelles que soient nos légères divergences sur tel ou tel thème, sujet ou question. Dominique de La Warde restera l'homme qui aura marqué l'histoire médiatique récente avec son fameux, il y avait un Uluberlu, un Olibrius, un guignol médiatique en face de lui qui lui disait qui. Donc le qui est resté. Égalité, réconciliation avait été sortir une chanson enfantine, Rikiki. C'est vrai que Kiki joue un très grand rôle aujourd'hui. C'est, comme on dit, la queue qui agite le chien, et pas le contraire, hein. Vous l'auriez compris d'ailleurs, je vois qu'il avait un épagnol breton à ses pieds. Et le Kiki, on va en parler, le Kiki en question a les mains pleines de sang, mais ce n'est pas le Kiki en question qui vient de négocier et de faire libérer le soldat de nationalité américaine, mais qui combattait dans les rangs de Tsahal, qui avait été pris en otage le 7 octobre 2023. C'est une négociation directe entre les États-Unis, la Maison-Blanche, ou les envoyés de la Maison-Blanche, et le Hamas. Le Kiki en question, là, que l'on voit ici, c'est pas Monsieur Trump, hein. Le Kiki a été écarté, évincé, mis de côté. Ça s'est passé par-dessus sa tête. De même que Monsieur Trump, et j'arrête ici, va se rendre dans le Golfe, dans les Émirats, en Arabie Saoudite, en Arabie, je préfère dire Arabie tout court, hein. Je ne vois pas pourquoi elle serait saoudite, même si c'est un royaume propriété de État patrimonial de la famille Saoud, et Monsieur Kiki ne sera pas de la partie. Là aussi, il est ignoré, laissé de côté. Et je pense qu'à l'instar de Monsieur Zelensky, il devrait compter ses abattis, je parle de ses abattis politiques, bien sûr, ses abattis, puisque finalement ses jours sont peut-être comptés. Non pas que la totalité de sa politique soit désavouée, mais le modus operandi, la façon dont il s'y prend, recueille de plus en plus d'opposants, d'opposition au sein de la grande famille des Kiki. J'en profite ici pour dire que vous serez certainement invité, je suppose, donc Tribune Libre rediffusera en direct très prochainement l'émission qui sera diffusée sur un grand nombre de médias indépendants qui s'appellera March to Gaza, la marche vers Gaza. Je pense que vous êtes... Oui, alors je dois participer. Mm. C'est pas une question d'engagement politique, très très loin de là. C'est une question d'engagement moral. On ne peut pas laisser massacrer, épurer un peuple sous couvert. Je dis bien sous couvert, ce n'est qu'un prétexte et un infâme prétexte de libérer des otages. Même si la vie des otages nous importe, mais euh, l'État israélien, l'État hébreu, détient dans ses géodes au minimum 4000 otages. Certains vont jusqu'au chiffre de 10 000, comme notre ami Habib Tawa. 4000 otages qui sont des prisonniers administratifs, qui n'ont pas été jugés. Il y a des femmes, des enfants. Un gamin a été
ramassé dans la rue, qu'il ait ramassé un caillou ou pas, importe peu, il est en prison depuis longtemps. Lorsque, à l'occasion d'un échange, 3 otages du Hamas, de la bande de Gaza, sont échangés en général il faut multiplier par une centaine le nombre des otages, puisque c'est une denrée qui n'est pas rare et dont les prisons israéliennes regorgent. Eh bien, c'est en général 300. Et on peut dire que les otages détenus par ce fameux État hébreu, en général, n'ont pas une mine, ils ont une petite mine, voilà. Ils ne reviennent pas du Club Med. Au contraire des otages détenus dans la bande de Gaza qui ont été traités honorablement, convenablement, nourris, entourés, je ne dis pas choyés, parce que leurs conditions ne doivent pas être très enviables. D'ailleurs, notons que l'israélo-américain qui vient d'être, je ne sais pas si c'est sur ordre ou si c'est de son propre chef, a refusé de voir le chef d'État du Likoud, le chef d'État likoudiste, likoudnik, mais en l'occurrence M. Netanyahou, il a refusé de le rencontrer avant d'être exfiltré vers, j'imagine, une base américaine quelconque. Est-ce que nous revenons dans l'Hexagone pour quelque chose qui n'est pas si anecdotique que ça? En tout cas, on voudrait avoir votre avis, info ou intox? Alors ça, je ne sais pas, ça n'a apparemment pas été retouché. Je me suis posé la question si ça correspondait bien aux images d'origine, parce que maintenant, c'est plus Adobe Photoshop, mais on fait ce que l'on veut. On transforme un sachet de coke en mouchoir de poche. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, l'Élysée s'est cru obligé de communiquer pour dire non, c'est pas ce que vous croyez. Monsieur Macron n'est pas celle que vous croyez non plus. Et c'est un mouchoir. Bon, il y a quand même son voisin, c'est l'Allemand, là, le grand Allemand, gigantesque, un grand échalas, on disait autrefois, qui ramasse une cuillère, mais de façon vraiment très subreptice. On voit que il le fait pas simplement, ouvertement, comme on ramasserait un stylo. Et quand M. Macron, lui, ramasse ce petit papier sachet, que sais-je, il le fait aussi en 2 temps, et il le ramasse, et puis il prend un sourire, il a un sourire un peu niais, un peu malin, un peu... il joue au malin, quoi. Et puis après, il le fourre là aussi dans sa poche. Tout ça est extrêmement suspect. Hein. Il aurait eu un geste simple. D'abord, il y a un mouchoir. Pourquoi ne pas laisser un mouchoir sur la table? Pourquoi ne pas laisser une petite cuillère qui peut servir à un autre usage que de ramasser, de doser la poudre pour une ligne droite, en l'occurrence. Ces gens-là ont un comportement suspect. Alors, ce qui me fait dire que, pris la main dans le sac, une fois de plus, on sait que nous sommes dirigés non pas par une élite, mais par une palmadocratie. Alors là, il ne s'agit pas de sexe machin, de chemsex, mais il s'agit d'une réunion politique. C'est Coco politique, Coco popole. On est dirigé par des délinquants. Aujourd'hui, la consommation de drogue n'est plus réprimée, mais à ce moment, il faut revenir sur la procédure juridique qui a été engagée à l'encontre de ce malheureux député de LFI qui a été pris la main dans le sac achetant je ne sais quelle substance chimique toxique, ultra toxique et ultra tonique à un adolescent dans le métro. Un adolescent, c'est-à-dire ce n'est pas encore tout à fait un jeune adulte, c'est-à-dire un mineur. Et donc on a dit que c'était très mal, mais alors, était-ce de la cam qui leur a été gracieusement offert par leur pote Zelensky? On voit, il y a des images assez extraordinaires
Macron l'embrasse, l'embrachouille, le tripatouille, le caresse dans tous les sens. Enfin, je sais pas, c'est pas une tenue de chef d'État. Hein, enfin, moi, il me semble ils doivent avoir un peu de retenue. On n'a pas Vous besoin. appelez ça de la pornographie politique d'ailleurs, selon votre expression. Ah oui, oui, vous trahissez les messages que je vous envoie, Stéphanie, c'est pas Non, bien. c'est pas ça, c'est pas un message privé, secret Oui, si, non, non, c'est de pardon. la. Non, non, mais Je trouvais ça extrêmement bien trouvé, donc je me dis: autant en faire Et profiter plus c'est de gens que moi toute effectivement, c'est seule. de la porno politique, enfin, Mmh. ça rime à quoi? Ces gens sont astreints à un rôle, à une fonction. C'était Saint-Simon, je crois, dans ses mémoires, qui parlant de Louis XIV, disait il fait bien le roi. Mais oui, il faisait bien le roi, et il était réellement roi. Il se comportait, je pourrais en donner 10 exemples, parfois avec la rudesse, mais également la bénévolence, c'est pas un mot français, ça, la bienveillance qu'il sied à un monarque. C'est un Euh, néologisme. Et vous pensez qu'en politique, donc l'habit fait le moine et fait la fonction, c'est important? la fonction est extrêmement importante. Mais enfin, on le sait depuis le départ que les Starmer, c'est le Premier ministre britannique, qui tout Mmh. d'un coup, après avoir ouvert ses frontières, même s'il refoulait, il ne voulait pas des bateaux traversant les petits bateaux, ça commence le passage à 1000 euros, à peu près 1500 euros, ça monte jusqu'à 10 000 euros. Hein. Je ne sais pas, il faudra qu'un jour on m'explique d'où les nouveaux boat people trouvent l'argent. Surtout, ils ont déjà dû payer des traversiers, des passeurs pour arriver depuis la Libye ou depuis ici ou là. Je sais pas comment ils font. Moi, j'ai pas autant d'argent, je ne vous le cache pas. Alors, Vous revenons. assimilez ça à de la traite humaine, finalement? Ben, pour moi, je termine sur Starmer et je vous réponds. Mmh. Starmer vient d'annoncer qu'il allait. Il sent qu'il est quand même qu'il a le feu aux fesses, hein, qu'il est Pressé. ou le couteau sous la gorge ou l'épée dans les reins, comme vous voulez, Mmh. euh, notamment par Nigel Farage, qui est un homme qu'on a frustré de tous ses combats jusqu'à présent. On a mis à sa place cet autre guignol, là, Boris Johnson, pour faire croire que c'était lui qui avait fabriqué le Brexit. Pas du tout, c'est Farage. Et il sent que là aujourd'hui, je parle de Keir Starmer, que les choses sont en train de basculer. Alors lui aussi bascule, il prend virage sur l'aile à 180 degrés, il vient de nous dire qu'il va fermer les frontières, qu'on va avoir une immigration très choisie, sur diplôme et compagnie. Bon, on se demande pourquoi tous ces gens n'y ont pas pensé plus tôt. Hein. Avant qu'il n'y ait, je rappelle qu'il y a un an, il y a 3 petites filles de 7 à 11 ans qui ont été égorgées dans leur école au cours d'un cours de théâtre et que leurs accompagnatrices, institutrices, etc., certaines ont été aussi gravement blessées par un fou furieux et que ce fou furieux, alors c'était un Anglais, il ne faut pas dire que c'était un immigré, mais il était ougandais. Bon, ougandais, anglais, enfin c'était un Anglais très, très foncé, même très ténébreux. Et le dénommé Robinson, qui avait organisé des manifestations pour dénoncer le laxisme, entre autres, de Starmer, s'est retrouvé, il est toujours en prison. Et c'est Monsieur Vance, vice-président américain, qui avait dénoncé cet emprisonnement du dénommé Robinson, qui a tourné un film, Silence, je crois, Silence, qui est régulièrement interdit de projection en France. On vit vraiment une époque merveilleuse de liberté, de démocratie, où on n'a pas le droit de penser différemment. Alors, revenons à nos moutons. Vous m'aviez posé une question à l'instant, avant que je ne parle de Starmer. C'était sur Ah, l'info ou l'intox? info ou intox? Oui, là, on revient très en arrière.
écoutez, je crois que j'ai déjà répondu. Le comportement de Macron, le comportement de son homologue, c'est pas son homologue, hein, c'est un c'est un chancelier allemand, montre que ces gens essaye de dissimuler quelque chose. Le Mmh. fait que l'Élysée et que ce soit cru obligé de communiquer aussi, de démentir, du coup tout le monde le sait. Enfin, si tout le monde ne le savait pas, même le Kremlin a publié un communiqué sur la question. Voilà, il y a eu Mmh. un X-tweet. Si, c'est plus que troublant, encore une fois. La palmadocratie est au pouvoir et il y a quelque chose de très malsain là-dedans, puisqu'on sait que les scandales sexuels les entourent aussi. Pour Monsieur Starmer, je crois. Alors, on n'en parle pas trop, mais je crois qu'il a été pris. Là, c'était pas la main dans le sac, c'était autre chose. Dans sa voiture, lors de débats. On peut pas dire amoureux parce que ouais, on voit pas très bien où se trouve l'amour là-dedans, mais de débats récréatifs. Mmh. Vous seriez favorable à des tests concernant les éventuelles présences de substances illicites Ben, chez les écoutez, aux élus? États-Unis, pour Monsieur Trump, tous les mois, il y a une prise de sang. Euh, D'accord. Monsieur Trump doit, comme tout bon Américain, boire du Bourbon de très bonne qualité et hors d'âge. Mmh. Je l'espère pour lui. Mais autrefois, la drogue de nos hommes politiques, c'était de faire des retraites dans un monastère. Alors, ils se ressourçaient, ils se restructuraient, se recréaient, et puis au bout d'une semaine, 10 jours, ils ressortaient rassérénés, rafraîchis, régénérés. Je crois que c'est plus le cas aujourd'hui. Alors moi, je vous confesse que je me drogue. Vous ne le saviez pas, Stéphanie, je me drogue. Non. À Il quoi? m'arrive de temps en temps de prendre une pilule de vitamine C. Voilà. C'est répréhensible et quels sont les effets? Les effets, Si on le prend trop tard dans la journée, après, on a du mal à s'endormir. mmh. Moi, je trouve que c'est moins toxique qu'une tasse de café. Pourtant, j'aime beaucoup Ou le café. aucun rail de coke. Bon, alors, non, mais En tout on cas, y. ma 2e question, c'était, est-ce que vous pensez que c'est de la oui, assimilable à une traite humaine? Ah oui, oui, non, mais c'est une question, on était sur les immigrés. Oui, oui, oui. Anecdote, par anecdote, j'ai un petit square en bas de chez moi, en face. Il m'arrive d'aller un quart d'heure regarder des fleurs, de m'asseoir sur un banc. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a que des nounous. Les nounous, il y a toutes les populations racisées de la planète. Il y a des Philippines, des Célanaises, on dit Sri Lankaises aujourd'hui, des Indonésiennes, beaucoup d'Africaines, beaucoup d'Asiatiques, Asiatiques. Euh, donc ces gens-là sont venus, sont sans doute rémunérés convenablement. Elles poussent des petits chariots, elles surveillent les gamins et les gamines. Mais on voit bien qu'on a besoin du tiers-monde. On est revenu à autant on emporte le vent. Aucune de ces sociétés, de nos sociétés, n'a jamais fonctionné sans esclavage. Alors, c'est pas de l'esclavage à proprement parler, mais il y en a qui usent et abusent de cette main-d'œuvre qui reste relativement de bon marché. On comprend pourquoi Mmh. ils veulent, je sais pas si femme de ménage ou bonne d'enfant est un métier sous tension. On a un énorme rapport, énorme, qui vient de sortir de la fondation, je ne sais pas si c'est une fondation, de cette ONG d'extrême gauche, je cherche le nom, euh, et qui nous dit que on va avoir de plus en plus besoin d'immigrés, euh, que, qui va faire la plonge dans les restaurants. Il manque aussi des ingénieurs. Je pourrais ajouter, moi, ils ne le font pas, mais qu'il manque aussi beaucoup de médecins et que euh, les, les, les rangs clairsemés du corps médical en France sont comblés par des Égyptiens, des Tunisiens, qui seraient quand même peut-être mieux chez eux. On sait que la région Île-de-France comporte plus de médecins maliens que tout le Mali lui-même.
Enfin, bon, c'est le monde à l'envers. Et donc, on a ces métiers en tension. Ils préconisent de dépasser. On a déjà 520 000 cette année immigrés légaux. Donc, il faut peut-être 1 million par an. Mais je rappelle aussi qu'on a 6 millions de chômeurs. On pourrait peut-être remettre les Français au travail, c'est-à-dire mieux les payer, le cas échéant. Hein. Pour ça, moins surcharger les patrons avec des taxes, des surtaxes, ces fameuses charges patronales qui écrasent les petits patrons. Ils sont écrasés doublement par le fisc et par la paperasserie. Ça serait peut-être bien. Donc, toutes les sociétés modernes fonctionnent avec des formes. Là, c'est une forme édulcorée de l'esclavage, mais le trafic d'êtres humains, c'est une traite comme la traite négrière d'autrefois. Mais sauf que les immigrés sont pas à fond de cale, ils sont à fond de petites barcasses en caoutchouc et le cas échéant qui se renversent au premier coup de vent, ou au contraire des bateaux qui traversent la Méditerranée, mais dont que les passeurs quittent en retirant le moteur de façon à ce qu'ils ne peuvent soient obligés de dériver, tout en prévenant avec téléphone satellitaire, prévenant les ONG qui vont faire leur beurre, puisque les ONG touchent par tête de pipe, par tête des migrants. Eux aussi sont des trafiquants, au même titre que les passeurs. Ils vont toucher telle ou telle somme, 17, 15 euros par migrant, par ceci, par cela, pour les nourrir, les soigner, leur faciliter les tâches administratives d'insertion ou d'accueil, etc., etc. Je rappelle qu'il n'y a pas de société qui échappe à cette règle. On recrée des formes d'esclavage. Au XIXe siècle, en France, il y avait un grand patronat qui n'était pas le grand patronat chrétien, hein, puisque c'est l'Église qui va réinventer avec sa doctrine sociale, le syndicalisme, et qu'il y avait les Schneider, par exemple. Schneider, ça s'écrit Schneider, hein, Schneider. Les Schneider avaient des villages comme Siemens, d'ailleurs, en Allemagne, il y avait Siemensstadt à Berlin, existe toujours, des villages pour leurs ouvriers, avec un certain nombre de facilités, des dispensaires, des écoles, etc., etc. Donc, il y avait un grand patronat qui était, si ce n'est humaniste, au moins humain, qui d'abord considérait qu'il fallait prendre soin de sa propre main-d'œuvre. Il y avait des œuvres sociales. Alors, on va dire que c'était le capitalisme patriarcal. Alors, patriarcal, oh là là, quelle horreur, patriarcal. Il vaut mieux un capitalisme patriarcal qu'un capitalisme outrancièrement exploiteur qui exploitait les enfants dans les mines à partir de l'âge de 10-11 ans, à pousser les chariots, etc. etc. Donc, c'était une forme d'esclavage, et je termine là-dessus. Mais le socialisme qui a vécu pendant 10 ans, le socialisme réel en Union soviétique, qu'avait-il? Ils avaient des super esclaves. Ils avaient la Kolyma, ce qu'on appelle le goulag, au-delà du cercle polaire ou dans le Grand Est sibérien. Ils avaient les zèques. Si bien que dans la Russie moderne, quand vous vous promenez dans la Russie, vous voyez un peu partout des monuments aux zèques, telle infrastructure, tel ouvrage d'art. Les ouvrages d'art, ce sont les ponts et compagnie. A été avec un monument pour les zèques. Les zèques, c'était des esclaves. On mourait comme des mouches. J'ai un ami qui avait passé 10 ans au goulag. Il était journaliste, ce n'est pas de sa faute, hein, il n'est parfait. Il avait été raflé à Bucarest. À Bucarest au moment de l'arrivée des soviétiques, et il avait été envoyé au goulag. Il n'en a été libéré que quelques années après la guerre, puisqu'il avait été libéré en 54. Je peux citer son nom, il s'appelait Mgebrov, Alexandre Mgebrov. Et il me racontait, on guettait tous les jours, on avait un pain à partager entre 10 dans la chambrée, et tous les jours on regardait le thermomètre, parce que il fallait attendre moins 30 pour être dispensé de travail. Bon, il avait survécu, mais enfin, il avait passé 10 ans, hein, 10 ans, 44-54, voilà, entre les griffes du goulag. Pour vous dire, donc, le social. Moi, j'ai regardé
veux pas me vanter, mais j'ai regardé l'histoire du socialisme et des utopies communistes. Toutes, toutes, toutes ont fonctionné avec une forme ou une autre d'esclavage. Toutes. Le communisme, c'est bien pour une communauté restreinte. Même les réductions, les fameuses réductions jésuitiques ou franciscaines, jésuitiques, je crois, du Paraguay, bah, les indigènes qui étaient convertis n'étaient pas tout à fait des esclaves, mais enfin, ils avaient une condition quasi servile. Voilà. Et on donnait ça comme un exemple du communisme créé par un ordre religieux très catholique. Donc très bien, pour résumer votre pensée, cet esclavage moderne est une immense hypocrisie qui arrange bien tout le monde, à commencer par nos dirigeants. Oui, et puis en même temps, ça permet euh, de casser ce que j'appelle la matrice ethno-historique, Mmh. ethno-linguistique, ethno-confessionnelle. Regardez la chute verticale du catholicisme dans ce pays, ça s'est passé en moins de 20 ans, hein. Regardez les statistiques, il y avait encore un socle de croyants, et ce socle a fondu comme neige au soleil. Alors, paraît-il qu'il y a des signes de reprise aujourd'hui. Il faut le souhaiter parce que je plaide pour la colonne vertébrale transcendante chez l'homme. Le Bock-Côté en question, et qui dit parfois des âneries aussi énormes que lui, mais qui est extrêmement brillant et qui sévit, par ailleurs extrêmement brillant, qui sévit sur CNews. Mathieu Bock-Côté, c'est ça, journaliste? Oui, canado-québécois, Mmh. extrêmement brillant, je le répète pour la troisième fois, nous dit l'homme est un animal qui a besoin du sacré, de la spiritualité. Oui. Mon chat n'adore pas un fétiche, une idole, il n'est pas animiste, il n'est pas monolatrique. Monolatrique, c'est on préfère un dieu parmi beaucoup d'autres. Mmh. Voilà. Et l'homme, Aristote nous avait dit que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire, si traduit en langage moderne, un animal social. Il ne peut pas se passer de ses semblables. Et c'est assez vrai, même dans la plus grande solitude, extrême solitude du Grand Nord canadien, les ermites trappeurs, de temps en temps, reviennent ou viennent finir leur jour aux abords de la civilisation. Je ne sais pas s'il y a encore des trappeurs dans le Grand Nord canadien. De côté, remercions-le d'insister sur cette dimension d'un besoin, un besoin viscéral chez l'homme de sacralité, de transcendance. L'homme a besoin de regarder très loin au-dessus de la ligne de l'horizon, et ceux qui disent, comme ça se disait autrefois, notamment dans la franc-maçonnerie non déiste, c'est-à-dire le Grand Orient, la Grande Loge, celle que M. Macron a visitée, disait Dieu, un paramètre inutile, parce que pour qu'un raisonnement soit très complexe, très complet, il faut introduire le plus grand nombre possible de paramètres. Donc, on vire le paramètre de Dieu, oui, mais enfin bon, si Dieu ou s'il n'y a pas une dimension transcendante, je vois pas pourquoi on n'est pas tous sous les tropiques, en train justement de fumer du crack, de se goinfrer de coke et de vainer. Non, les vainer, c'est dans le Pacifique, hein. J'ai compris. D'ailleurs, que pensez-vous du nouveau pape Léon XIV? Ben, après un temps, mais qui a été assez court, un temps d'expectative, de réflexion, j'avais trouvé l'homme tout à fait sympathique. Quand je l'ai vu sur la loggia de la place Saint-Pierre, il est sympathique, mais il faut voir ce qu'il a fait avant. Ce qu'il a fait avant, c'était le préfet du Dicaster. Je crois que maintenant, ça va être une dame, mais le droit canon ne l'autorise pas les dames à être. Donc, elle sera doublée d'un homme un évêque, un archevêque, qui lui signera, endossera les décisions de la dame en question. Alors, en tant que préfet du Dicaster, c'est lui qui a fait le tri parmi les évêques, les nominations d'évêques, et on sait qu'il a également écarté
deux hommes remarquables dont je ne vous dirai pas le nom parce que je n'ai pas ces noms en tête, leurs noms en tête. Et c'est donc lui qui a été au fond, euh, pas le bras armé, ce serait exagéré, mais qui a été l'agent exécutif euh, de, de cette église, de cette église voulue par François et à laquelle adhère absolument Léon XIV, qui est une église synodale. Synodale, ça veut dire marcher, on se croirait, c'est du macronisme, hein. Ça veut dire marcher ensemble. Sun, avec, odos, la route, synodos. Synodale, donc c'est une église horizontale, on fait le peuple de Dieu est en marche, très sympathique, mais enfin bon, c'est pas comme ça que s'est construite l'église, non, s'est construit l'église et qu'elle a perduré à travers les siècles. Je veux bien qu'on rajoute une pincée de synodalité, mais là apparemment c'est une politique de fond. Donc, faut pas oublier que le nouveau pape, Léon XIV, a la nationalité péruvienne, mais il ne l'a pas choisi forcément volontairement. Ce sont ses fonctions qui l'ont conduit à devoir adopter cette nationalité, mais qu'il a partagé cette catholicité du Nouveau Monde, de l'Amérique latine, et qui fait que son centre de préoccupation, ce ne sera certainement pas l'Europe, même s'il parle le français, même s'il parle l'italien, ça c'est un très gros atout pour affronter la curie romaine. Bref, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en attendre. En tout cas, ceux qui en attendent beaucoup risquent d'être déçus, un peu, beaucoup, passionnément. Il est vrai que le père Desposito, qui enseigne la philosophie et la théologie, affirme que le pape Léon XIV prône une religion dans laquelle, enfin un catholicisme dévoyé dans lequel Dieu est secondaire. Et donc il n'est pas très Alors, je n'irai confiant. pas jusque-là, mais la synodalité, c'est l'horizontalité de la croix. La croix, c'est à la fois l'horizontalité. Il faut bien sûr, il faut soigner les corps et l'Église, avec Saint Vincent de Paul et bien avant, depuis toujours, c'est la charité en acte. Et la charité, c'est s'occuper des misères humaines, des misères physiques, corporelles et autres, et morales. Mais il y a la verticalité. La verticalité, c'est les âmes. Et c'est ça la mission principale, sacrale. Je ne dis pas donc unique, mais c'est la mission essentielle. C'est l'essence de l'Église qui veut que on s'occupe du salut des âmes et de la vie éternelle, si elle existe. J'aimerais bien. En parlant du salut des âmes, presque sans transition, nous allons ressortir de l'Hexagone pour parler de ce sujet qui vous tient aussi à cœur, le PKK qui rend les armes. Pourquoi et quelles conséquences? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Écoutez, les Américains refluent aussi, évacuent leur base dans le Kurdistan, le Rojava. Il faut savoir que le PKK était peut-être la dernière, non, il y en a d'autres. Je ne sais pas s'il y a encore des Karen là-bas en Birmanie. L'une des toutes dernières guérillas vraiment marxistes, c'est-à-dire vraiment communistes. Bon, Öcalan, leur chef charismatique au sens fort du terme, est incarcéré en Turquie depuis une trentaine d'années. Il avait peut-être envie de jeter l'éponge. Je crois que tout cela a dû se négocier. En vérité, le caractère terroriste qui était bien réel, nombre d'attentats commis en Turquie ont été faits ou attribués au PKK, n'est plus à l'ordre du jour, d'autant que maintenant Daesh s'est installé ouvertement. Daesh, c'est pas Daesh, hein, c'est Al-Qaïda à travers Al-Nusra et le nouveau pouvoir syrien
on a rebattu les cartes et on continuera de les rebattre. Donc, eux-mêmes ne pouvaient plus véritablement jouer un rôle, notamment dans la création d'un grand Kurdistan. Les Kurdes, je connais vaguement un tout petit peu l'histoire de la nation. Je dis nation, mais nation, ça ne veut pas dire État, hein, de la nation kurde qui est partagée entre la Turquie, entre la Syrie, même le Liban, l'Irak et l'Iran. C'est une nation qui a perpétuellement manqué son rendez-vous avec l'histoire. Ils n'ont jamais pu créer de nation proprement dit, enfin d'État proprement dit. Il y en a un qui a été prévu au traité de Sèvres. Traité de Sèvres, c'était donc juste après la Première Guerre mondiale. C'était, sauf erreur, ne m'insultez pas si je me trompe, 1919. Et puis, tout a été remis en question ensuite, après la victoire d'Atatürk et le traité Écoutez, c'était août 1920, donc franchement, c'est tout à fait acceptable. Merci pour la marge d'erreur. Et le traité de Lausanne, ça devait être 23. Bon, donc ils ont manqué. 1923. Voilà, donc les Kurdes ont pourtant eu un très grand homme qui avait unifié une partie, au moins la partie arabo-musulmane de l'Oumma. Il est enterré à Damas. C'était le grand chevalier kurde. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il n'y en a pas d'autre, c'est lui qui a battu les croisés. Hein, il était kurde. Le grand chevalier kurde. Saddam Hussein était né dans sa ville, Tikrit. C'est pas Saladin, non, c'est pas Saladin. C'est Saladin, Salahuddin. Salahuddin aurait pu créer, mais il était musulman, donc son caractère musulman débordait le cadre étroit de sa propre ethnicité, de sa propre ethnie. C'est pourquoi Saddam Hussein avait un bras qui était censé représenter avec l'épée de Saladin, puisque comme Hafez el-Assad, qui était baathiste aussi, mais syrien, le père de Bachar. Saddam Hussein aurait voulu, comme l'a voulu aussi Kadhafi, il voulait réunifier le monde arabe. Ils n'y sont pas parvenus, et pour cause. Et donc Saladin aurait eu cette possibilité, mais je pense que ce n'était pas comme on dirait en macronisme, ce n'était pas son projet. Voilà. Donc les Kurdes sont toujours partagés, divisés, écartelés entre X nationalités et pas toujours bien traités, bien évidemment. Donc vous êtes inquiet pour ce peuple? Pardon? Est-ce que vous êtes inquiet pour ce peuple? Je suis déjà inquiet, je ne peux pas être inquiet pour tout le monde, je suis inquiet pour la France. Hein. Mais j'aime bien les Kurdes. Pour vous faire un aveu, j'avais même appris le kurde. Vous pourriez nous dire un mot ou deux en kurde? Oui. Et personne ne va comprendre ce que je vais dire parce que d'abord c'est du kurmanj et non pas du sorani. Tu es Valé Minet. Ça veut dire chère Stéphanie, tu es mon amie. C'est magnifique. C'est très bien. C'est très bien d'apprendre d'autres langues. Si des Kurdes nous écoutent, n'auront rien compris à ce que j'ai dit parce que je dois prononcer le kurde comme une vache espagnole. Une vache française en l'occurrence. Une salaire. Pour ce tour du monde de l'actualité, est-ce qu'on a fait à peu près le tour, Jean-Michel, ou il y aurait mille et une choses bien sûr. à dire. On se retrouvera la semaine prochaine, peut-être avec un invité. Nous nous retrouverons un jour ou l'autre aussi avec Laurent Michelon, qui est un excellent invité qui vit en Chine. Oui, mais nous avons déjà dialogué tous les deux, et je crois avec un
un certain bonheur. Exactement, et pour boucler la boucle, Adieu au général de la Ward. oui, je voulais dédier l'émission, au général de la Ward et Dominique de la Ward, et saluer également Ronald Guillaumont de Profession Gendarme, ainsi que Éric Montana de TVADP qui sont très proches du général et qui doivent être bien tristes aujourd'hui. C'était un camarade de combat. Oui, une âme valeureuse. Et chaleureuse. Et chaleureuse. Nous allons terminer avec, l'expression favorite de Jean-Michel Vernochet. Je vous laisse, le mot de la fin, Au Jean-Michel. cœur, voilà. Haut les cœurs. Rien ne doit nous arrêter dans notre effort, quelle que soit la faiblesse de nos forces. Continuons, continuons, persévérons, persévérons. Et j'espère que M. Macron sera un jour ou l'autre rattrapé par ces infâmes turpitudes. Merci Il à vous, abattra son Jean-Michel. rail de travers et il fera tchoum. Par accident, À on va bientôt. dire. Au À revoir. bientôt. Merci à vous, Jean-Michel Vernochet. Merci.